À Yaoundé, mesdames, messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver pour une autre séquence de votre tribune panafricaine sur Info TV Ouro Africa. 1h30 d'échange, de réflexion, justement sur les grands sujets d'actualité qui meuble et essaiment le continent. Ce soir, on va questionner cette influence grandissante, mais aussi désormais puissante des médias étrangers, internationaux, hors du continent, sur le continent. On va aussi parler de l'influence de ces bailleurs de fonds. Comment est-ce que tout cela est régulé? Comment est-ce que le FMI, la Banque mondiale et autres entités parviennent à influencer la décision sur le continent africain? Comment est-ce que, à partir de Wall Street, à partir de Londres, à partir de New York, on parvient justement à orienter les politiques économiques du continent africain? On en parle ce soir sur ce plateau de Ouro Africa. Lorsque je l'ai dit, je ne prends pas la traditionnelle respiration. Tout de suite, je procède à la présentation de l'équipe, le 5 majeur qui nous accompagne ce soir. Je commence par ma droite avec justement, on peut dire l'homme en blanc, l'acteur de la société civile, aujourd'hui directeur de publication, Monsieur Franck Manson répond présent à l'appel. Bonsoir Franck. Bonsoir Stéphane Barga, merci pour l'invitation renouvelée. C'est toujours un plaisir de passer ces moments d'édification avec toi, surtout quand il s'agit des questions liées à l'actualité internationale, des questions liées à la géopolitique. Bonsoir à mes co-discutants et je dis également un grand bonsoir à nos nombreux téléspectateurs. Merci Franck Manson. Rassure-toi, le moment est partagé avec des millions de téléspectateurs puisque la tribune panafricaine Ouro Africa fait réagir au-delà même du continent. Je précise, pour ceux qui nous regardent, que nous sommes disponibles sur toutes les plateformes que vous connaissez, Facebook, YouTube, MyCanal, Info TV est là pour vous, justement, que vous soyez de où à travers le monde, vous avez la possibilité, lorsque j'évoque ces directs, puisque nous sommes en direct sur Facebook, nous sommes en direct sur YouTube, nous sommes en direct sur MyCanal, nous sommes en direct sur toutes les plateformes imaginables et même inimaginables pour justement vous servir le meilleur de la tribune panafricaine, le meilleur du panafricanisme. Lorsque je l'ai dit, je me tourne vers ma gauche avec un autre acteur. Lui, les questions sociales n'ont aucun secret pour lui. Jean de Dieu Vouna, vous êtes habitué et habituel de cette estrade. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir M. Barga, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Toujours un très grand plaisir d'être là. Et surtout la thématique de ce soir, elle semble être au cœur des enjeux des différentes crises qui minent notre continent. Oui. Les crises économiques, en particulier au Cameroun, les trésoreries sont, je peux dire, à sec. Quand nous savons qu'au Cameroun, par exemple, jusqu'à présent, je ne sais pas si mes compagnonnistes savent qu'il y a un budget cette année. Nous sommes au 6e mois. Est-ce qu'on a déjà un budget là? Je ne sais pas trop, mais je ne pense pas. Cela témoigne du fait qu'il y a un sérieux problème. Vous savez que nous, dans notre politique, au niveau de la société civile et de l'organisme africain de développement des familles, nous mettons la famille au cœur de toutes nos actions, au cœur de toutes nos prises de parole. Et je pense que si au 6e mois, nous n'avons pas de budget, ça pose un sérieux problème au niveau du panier de la ménagère. Merci. Merci, cher acteur de la société civile, Jean de Dieu Vouna. Lui, il est dans la science politique. Lui, il est politologue. Lui, Stéphane Menunga, répond présent à l'appel de la grosse équipe de production de Ouro Africa. Bonsoir, Paul. Bonsoir, Stéphane Barga. Bonsoir aux copanélistes. Bonsoir aux téléspectateurs et même aux internautes qui nous suivent en ce moment. Un bonsoir particulier aux équipes africaines qui, depuis le mondial, ont quand même montré qu'il y a une nette amélioration des équipes africaines, parce que quand vous analysez quand même les différents matchs, vous n'êtes pas très déçus par rapport aux précédentes compétitions. On peut citer par exemple ici la Côte d'Ivoire, le Cap-Vert, l'Égypte, et j'en oublie certainement, qui font honneur à l'Afrique. On a l'impression qu'on risque d'avoir 4 ou 5 équipes africaines
au deuxième tour. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour l'Afrique. Très bonne nouvelle, mais qui peut aussi exclure la Tunisie, qui quasiment est sortie de la course et enchaîne les raclés, 5-0, 5-1 et autres. Bravo aux équipes africaines. Jean-Maurice Mbok, vous suivez ces équipes-là sur les terres de Trump, sur les terres des Trudeau, sur les terres des Mexicains, tout en vous disant bonsoir. Regard sur ces plénipotentiaires africains, je l'ai dit, chez Donald Trump et les Trudeau. Bonsoir Stéphane, bonsoir à mes co-discutants, bonsoir à l'Afrique qui nous suit ici et ailleurs, naturellement. Tout notre soutien à ces équipes qui font honneur à l'Afrique, parce que vous savez comment le contexte est assez bizarre avec le président Trump et sa police anti-immigration. Il y a une certaine peur qui plane sur tous ceux qui sont visiteurs, qui passent par là. On ne sait pas comment ça va se terminer, mais pour le moment, on ne va pas oublier de rappeler l'arbitre, je crois, soudanais qui a été chassé de la compétition. C'est un acte d'anti-jeu. On continue d'attendre ce que la CAF ou la FIFA va dire. Silence total, on espère qu'il y aura quand même une mesure de compensation pour sauver l'honneur de l'Afrique, parce que je rappelle que c'est le seul continent qui a vu un de ses titulaires comme arbitre refoulé d'une manière aussi violente. Permettez-moi de rappeler ici la voix des indignés de la République. Je ne me tairai jamais sur cette question-là. Le gouvernement a fait une sortie en faisant une promesse, des mesures fortes en ce qui concerne les infanticides, les féminicides, et les familles continuent d'attendre les mesures fortes qu'on nous a annoncées. Monsieur le ministre de la Communication, merci d'avoir parlé, mais aujourd'hui nous continuons d'attendre des mesures fortes. Les familles continuent de pleurer. Vous avez demandé aux familles de rester calmes, elles sont restées calmes. Vous avez demandé aux citoyens d'attendre. Les citoyens attendent, mais ne croyez pas que nous avons oublié. Nous n'avons pas du tout oublié que ces familles continuent de réclamer justice et continuent d'attendre ce que le gouvernement dit. Vous nous avez habitués à ce que le chef de l'État ne parle pas de ce genre de questions. Vous nous avez habitués à ce que le Premier ministre ne parle pas de ce genre de questions. Vous nous avez habitués à ce que ce soit vous qui parlez de tout. Alors ce n'est que vers vous que nous nous tournons ici pour rappeler qu'une vie humaine est plus importante que la santé du chef de l'État, qui, on sait, a un âge qui lui permet, comme tout le monde, d'être parfois un peu affaibli, d'être un peu en train de faire des soins. Merci de vous souvenir de ces familles. Je veux saluer le top management d'Info TV et naturellement les équipes techniques. Merci pour l'invitation. Merci Jean-Maurice Mbok. Je m'en vais porter à la connaissance de tous ceux qui nous regardent la présence, leur signifier la présence de Simon-Pierre Mahen. C'est un autre acteur de la société civile qui justement répond présent ce soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir M. Mbalga. Bonsoir à tous vos millions de téléspectateurs qui nous suivent à l'instant. Oui. Et je vais aussi dire un bonsoir à tous mes confrères sur ce plateau. Parce que je ne savais pas aussi que je devais me retrouver avec les confrères. Confrères de la société civile? Bien évidemment. Alors, ce que je parle. Elle est assez foisonnante et divergente au Cameroun en ce moment. Est-ce qu'on peut avoir peut-être le domaine de référence qui est le vôtre, puisque Jean-Dieu lui, il évoque les familles, vous avez quel stade de recherche? Votre regard s'incline vers où? Je suis particulièrement le président exécutif de l'association Action des jeunes pour les droits humains et la lutte contre la corruption. Merci. C'est juste le titre que je réponds ici. Merci Simon-Pierre Mahen. On va évoquer justement ces questions de gouvernance et ces influences qui pourraient être transversales. Lorsqu'on va questionner cette Afrique sous influence, je l'ai dit, ce sera la thématique de cette soirée. Franck Manson, on va donc tout de suite entrer dans le cœur des échanges. Franck Manson, alors, lorsque l'on regarde les dernières, et on suit attentivement les dernières actualités, on a, Jean-Maurice l'a évoqué en filigrane, l'affaire Jeune Afrique, si on peut s'exprimer comme ça, qui de façon particulière s'est appesantie sur la santé du numéro 1 camerounais, en évoquant des révélations, en revenant sur un certain nombre de choses qui concernent justement un domaine sensible. Est-ce que vous comprenez cette inclusion de ce magazine? Je précise que c'est la version en ligne qui a été justement présentée. Je vais déjà commencer par dire que c'est une communication maladroite.
Parce que quand on parle des questions de santé, très souvent, je pense qu'il revient aux spécialistes de la santé de parler de la condition de santé d'un dirigeant. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que quand tu m'as envoyé le thème, je me suis rappelé du film de Patrice Lumumba. Oui. Où un Belge était allé sur le tableau pendant les revendications en rapport avec l'indépendance. Il avait écrit « Avant l'indépendance égale après l'indépendance ». Et qu'est-ce qui en ressort en fait, Stéphane? C'est que quand vous voyez par exemple l'historique de Jeune Afrique, Jeune Afrique, dans le fond, a été créé à la sortie des indépendances, dans les années 60. Et quand vous avez un discernement pointu, vous vous rendez compte que dans le fond, c'est un outil qui avait été créé pour consolider le type de mentalité que les Blancs avaient mis sur pied. Donc il fallait consolider cette mentalité et il fallait entretenir en fait la mentalité néocoloniale. C'est un outil du néocolonialisme, les médias comme Jeune Afrique. Là que je pense que le promoteur, jusqu'ici, la plupart de ceux qui gèrent, ce sont des Français, franco-tunisiens. Oui, voilà. Benyamed. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que ça nous donne de comprendre, Stéphane? Vous êtes certainement mieux placé que moi pour nous informer, nous renseigner en fait sur le rôle des médias au sein de l'organigramme étatique. Les médias jouent un rôle fondamental dans ce sens où ils participent à façonner l'opinion mobilisable, l'opinion contrôlable, en fonction des objectifs de l'État. Donc vous voyez très bien que si vous percevez l'État dans sa dimension globale, les médias comme Jeune Afrique dans le fond sont au service de ces nations dites puissantes. Donc ce qui fait que leur objectif justement c'est d'influencer les populations africaines en particulier, façonner une mentalité en fonction de leurs objectifs et non des objectifs justement de l'État du Cameroun, bien des États africains. Oui. Et vous voyez qu'aujourd'hui, ce n'est plus justement à démonter. Le Cameroun, en fait, comme quelqu'un l'a dit, le chef de l'État notamment, n'est pas la chasse gardée d'un État. Donc on voit bien que la relation qui existait entre le Cameroun et la plupart de ces pays européens, c'est là 20, 30, 40 ans, n'est plus la même. Ce qui fait qu'on comprend qu'on peut s'appuyer justement sur un média pareil pour ventiler une information, sachant que cette information va rencontrer des populations elles-mêmes caractérisées par un ensemble, je peux dire, d'émotions en rapport avec les conditions de vie. Et on peut donc se poser la question, quelle est donc l'intention? Est-ce qu'il n'y a pas vraiment une intention derrière de déstabilisation de notre État? C'est en fait autant de questions qu'on peut se poser. Merci Franck Mansang. Alors Jean de Jevuna, moi je vous pose la question. Si sur le plateau de Ouro Africa, c'est vrai, on a eu un parcours assez parfois compliqué avec certains États, si sur ce plateau, on en venait à épiloguer sur la santé du numéro 1 camerounais, est-ce qu'il y aurait eu cette levée de bouclier qui a accompagné la sortie online de Jeune Afrique et qui a rassemblé justement les acteurs de la communication étatique au Cameroun pour répondre et repréciser un certain nombre de faits? Est-ce qu'on ne subit pas justement de façon plus ou moins assumée cette influence des médias dits internationaux? Qui a invité Jeune Afrique dans les palais? Qui a amené Jeune Afrique dans les palais en Afrique? Donc, vous voyez, un peuple souverain se définit avec deux leviers que j'appelle les instruments de savoir et les instruments de pouvoir. Et ce soir, votre thématique englobe les deux leviers. Les médias sont des instruments de savoir, c'est-à-dire médias, tout ce qui concerne le savoir, les universités, la technologie, je veux dire la librairie, les écrivains et autres. C'est un levier stratégique de souveraineté. Ce n'est pas simplement une simple question de communication. Vous ne mettez pas de l'influence? L'influence, attendez, lorsque je parle du savoir, un levier, un instrument de savoir, l'influence va avec. Maintenant, les bailleurs de fonds sont des instruments de pouvoir. La Banque mondiale a été créée, par exemple, pour, soi-disant, développer des pays pauvres désignés.
pas des pays pauvres parce qu'ils sont pauvres. Des pays pauvres que des États ont dit le Cameroun est pauvre, l'Afrique est pauvre, un tel est pauvre. C'est ce qui fait donc notre faiblesse au point où un média peut se lever et parler de la santé d'un chef d'État. Mais il faut aussi avouer que les qui ont ouvert nos palais à ces médias. Est-ce que vous répondez à ma question? Je réponds à votre question. Moi, je vous pose la question de savoir, est-ce que nous-mêmes, quand je dis nous, je parle là des États africains, ne donnons pas une certaine prépondérance justement au discours de ces médias? J'ai posé la question aussi sur Libre Expression, sur Le Grand Soir, sur Ouro Africa, sur ces émissions à forte audience sur Info TV, l'ont débatté sur la santé du numéro 1 camerounais. Est-ce qu'il y aurait ce branle-bas gouvernemental et étatique que l'on a pu observer ces derniers jours? Non, pourquoi? Parce que je réponds à votre question en vous demandant qui a ouvert les palais de l'Afrique à Jeune Afrique. C'est ceux qui font le branle-bas. Ça veut dire qu'ils n'ont pas donné, ils n'ont pas construit ce qu'on appelle des instruments de savoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, ici sur Ouro Africa, on avait donné de l'importance, le financement des médias, c'est quoi? Nous connaissons pourquoi Jeune Afrique fait des sorties. Quand il se sent lésé, il frappe là où ça fait mal et on l'invite la prochaine fois, on lui dit que c'est plutôt ceci. C'est de ça, je réponds à votre question. Qui a ouvert les palais à Jeune Afrique? C'est parce qu'on a méprisé le média. Les autres considèrent le média comme un instrument, pas seulement d'influence, mais de savoir. Ça veut dire que Franck a dit cela, c'est-à-dire façonner les mentalités. Mais lorsque vous négligez votre propre enfant, lorsque vous avez des enfants, mais vous louez les enfants de votre voisin, de votre cousin, et vous dites combien de fois vos enfants sont faibles à l'école. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que nos gouvernements ne considèrent pas les deux leviers que je convoque ici. C'est-à-dire les instruments de pouvoir. Le pouvoir, c'est quoi? C'est l'argent. Celui qui a l'argent, c'est lui qui a le pouvoir. Et les instruments de savoir, c'est celui qui façonne la mentalité, l'éducation. Et le média est pleinement là-dedans. C'est pourquoi on peut instrumentaliser un média pour nous parler de la santé du chef d'État. Pour preuve. Dans ce communiqué, on a souligné quelque part qu'il serait possible que pendant le séjour, que le président ferait quelques essais cliniques, revoir dans quel communiqué? Je dis que dans le communiqué, dans la communication gouvernementale. Il a été souligné que ça peut arriver. Mais je pose une question. Si on avait pris les médias camerounais, et comme les rassemble... Faisons attention. S'il vous plaît. Le communiqué du cabinet civil précise-t-il que pendant le cours de séjour... Vous parlez de quel communiqué? Moi, je parle du communiqué du cabinet civil. Vous parlez de ce que j'ai fait comme recherche et j'assume. Non, vous n'assumez rien. Je vous dis que j'ai... Attention, monsieur Vouna. Il y a eu combien de sorties? Vous savez que nous surfons sur des domaines très sensibles. Permettez-moi, monsieur Vouna, je vous retire la parole. Je vous retire la parole. Vraiment. Lorsque l'on évoque ces aspects-là, on fait... Il fallait donc pas convoquer ça sur la table. Si vous ne voulez pas qu'on dise ce qu'on pense, parce que vous avez peur de quelque chose, moi je dis qu'il ne fallait pas convoquer ça sur la table. Si vous convoquez un tel point de vue, laissez-moi exprimer mon point de vue. Je ne vous ai pas retiré votre point de vue. Voilà. Je vous dis ceci, en vous demandant de respecter le travail que je fais. C'est-à-dire de choisir mes thématiques et de vous les porter à votre connaissance et à vous de voir. Ne me répondez pas, s'il vous plaît. Vraiment, je suis encore... À moi de voir, de ne pas dire ce que tu penses ou ce que je pense. Monsieur Vouna, je vous prie de ne pas me répondre quand je suis en train de recadrer justement c'est pourquoi nous sommes là. Bon. Oui, je voudrais que ça soit bien clair. Lorsque j'ai choisi une thématique, je vous la présente. Vous êtes libre d'accepter comme tous ceux qui sont là. Mais je dis, il faut bien spécifier le communiqué puisque nous sommes sur des choses sensibles. Moi, je n'ai pas vu un communiqué sur la première sortie du cabinet civil qui annonce le déplacement du chef d'État camerounais, qui mettait en avant le fait que le président aurait à subir quelques soins de santé. Non, on a eu la communication de Jeune Afrique qui nous renseigne qu'il y a justement
hypothèse de soins de santé, on a eu la réplique de l'État du Cameroun qui a démenti et qui a même allé plus loin en disant que, et même s'il revenait que le président aille dans le sens d'avoir un ou deux soins de santé, c'était tout à fait normal. C'est ce que je disais. On s'est compris. Laissez-moi exprimer ce que j'ai lu et ce que j'ai écouté. C'est exactement ça. Vous ne pouvez pas me retirer la parole. C'est vrai que je ne peux pas reprendre ce que le ministre de la Communication a dit. C'est la façon de présenter. J'ai présenté comment? Je souhaite qu'on ait un débat. Le cadrage est intéressant. On a un débat, c'est là. Non, vous n'assumez rien. S'il vous plaît. J'ai pas terminé. Il l'a dit. J'ai pas terminé, monsieur Vouna. Sur mon plateau, vous n'assumez rien. S'il y a un problème sur ce plateau, je crois que c'est la hiérarchie et le journaliste qui seront interpellés. Permettez que je fasse des cadrages qui amènent à ce qu'on ait un débat qui ne permette pas à ce que la chaîne que je représente et nous-mêmes ici, nous n'ayons de problème. Nous sommes sur des thématiques hyper sensibles. On est entre nous. Paul Stéphane connaît les problèmes que nous on a eu sur Ouro Africa, où on a été privé d'antenne des mois durant sur la question du Gabon. Il peut s'en souvenir. Donc, nous sommes très suivis. La prise de parole, on est sur des thématiques extrêmement sensibles. Je ne vous ai jamais refusé la parole. Vous êtes d'ailleurs à chaque fois venu ici sous mon invitation. Donc, je vous permets de dire ce que vous avez à dire, mais je souhaite qu'il y ait de la précision sur la chronologie et sur les faits, pour que nous n'ayons pas à être saisis d'une manière ou d'une autre par le régulateur qui nous suit attentivement. C'est clair. Vous avez la parole. Ok, je reviens donc sur ce que j'ai dit, que comme vous l'avez souligné, qu'il pourrait y avoir dans ce sens quelque chose de pareil. Moi, je dis tout simplement que c'est chaque État qui doit créer ses mécanismes d'autonomie. Pour parler, le problème c'est quoi? C'est que l'Afrique ne jouit pas de ces mécanismes-là. Il faut une autonomie politique, diplomatique, technologique, et tout cela vient par quoi? Par ces deux instruments dont je parle, les instruments de savoir et les instruments de pouvoir. Tant que l'Afrique ne les développe pas, où on donne de l'importance à des médias nationaux, où on donne de la communication politique, la communication gouvernementale en premier aux médias du terroir, nous serons toujours en train de courir de l'autre côté, de subir. Tout à fait. Et c'est pour ça que j'ai répondu en disant qui a ouvert les palais à Jeune Afrique? C'est ceux qui nous gouvernent. Mais acceptons donc qu'ils disent n'importe quoi et tout, et n'importe quoi, parce que c'est nous qui les avons. Nous avons abandonné nos bébés, nous avons abandonné nos médias, les subventions sont faibles, la prise en charge est moindre. Et qu'est-ce que vous voulez? Nous ne pouvons que subir, puisqu'on néglige cet aspect des choses. Donc moi je pense qu'on va dire que nous subissons, mais nous subissons parce que nous avons voulu subir. Nous avons donné la chicotte à des gens qui aujourd'hui peuvent taper où ils veulent et causer des dégâts comme ils veulent. Il ne faut pas seulement s'en prendre à eux, il faut d'abord regarder qui a ouvert la porte à ces gens dans nos palais. Merci Jean de Dieu. Alors Simon Pierre-Maël, moi je me tourne vers vous puisque certainement vous avez eu écho aussi de cette polémique qui a emballé quasiment la République avec cette communication online de Jeune Afrique. C'est pas la première fois que ce magazine-là particulièrement pointe sa plume sur le Cameroun. On se connaît, en fait on a eu écho et on a pu voir quelques-unes, et si c'était lui, si c'était elle, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se trame en filigrane dans un choix qui pourrait être celui du leadership camerounais et futur. Est-ce que vous percevez l'influence justement dans la production de ces magazines-là, ou alors Jeune Afrique est dans une recherche de positionnement à l'instar des autres, France 24, RFI, BBC et les autres qui écument le continent et qui font et défont des leaderships à leur guise? En fait, moi j'ai toujours pensé que ces médias étrangers ont toujours joué un rôle de déstabilisateur. Ces médias n'ont pas pour vocation effectivement de servir les intérêts des États africains. Lorsqu'ils s'invitent, on sous-entend simplement qu'ils ont un intérêt particulier. Jean de Dieu dit qu'on les invite? Non, pas forcément. Pas forcément qu'on les invite. Je vais vous expliquer pourquoi. Et puis moi, je pense qu'à un moment donné, il faudrait que nous, les Africains, et particulièrement les Camerounais, qu'on apprenne à accorder de l'intérêt à nos médias. Parce que vous imaginez un seul instant
qu'aujourd'hui, que ce média occidental aurait relayé ces informations et que moi j'ai vu particulièrement le ministre de la Communication revenir sur les informations qui ont été relayées. Moi je pense qu'à un moment donné, c'est tellement accordé de l'importance à ces médias. Je me pose même la question, est-ce que ça avait été par exemple un média national? Est-ce que ça devait aussi être autant de l'effervescence? J'ai posé la question. Donc, on n'aurait pas vu cette effervescence, on n'aurait pas vu par exemple le gouvernement réagir par rapport à ceci ou cela. Est-ce que c'est simplement parce qu'on se retrouve dans un contexte où peut-être les gouvernants ont décidé de pouvoir empêcher les médias de se... Que le président aille faire un soin de santé, nous-mêmes, à l'âge que nous avons le faisons. C'est pourquoi je suis en train de dire que, en fait, l'information qui a été diffusée ou alors qui a été relayée, qu'est-ce qui nous apprend du président de la République? Rien du tout. Mais vous devez comprendre donc qu'il y a un intérêt caché derrière. Parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire qui nous ont appris que peut-être le président se retrouverait dans telle situation. D'ailleurs, on sait quand même qu'à un certain âge, de manière humaine, chaque personne est appelée à subir un certain nombre de situations. Pourquoi la fidélité de l'État qui réagit tout de suite? Peut-être parce qu'il y a un intérêt caché derrière. Et c'est pourquoi je vous ai dit qu'il faut vous poser bien des questions. L'information, est-ce qu'au sein même de l'appareil étatique, est-ce qu'il n'y a pas effectivement des personnes ou encore des clans qui sont en train de s'analyser et qui relaient les informations à Jeune Afrique et qui on sait que par exemple ce média est capable de faire bouger les lignes? La preuve, les informations ont été relayées. Et après, on a vu le gouvernement réagir. Est-ce que vous pensez que si ça avait été un faux TV, le gouvernement aurait réagi comme ça? Vous serez certainement convoqué quelque part et puis c'était fini. Donc vous comprenez simplement qu'à un moment donné, on a laissé simplement le pan. Et c'est pourquoi ces médias-là sont en train de réagir, ce que nous sommes en train de... Et vous savez que généralement, ils ne s'invitent pas pour rien. Ils ont un intérêt. Et l'intérêt, nous le savons simplement. Et quand ils s'invitent quelque part, c'est pour venir déstabiliser les États. Et nous pensons qu'à un moment donné, il faudrait que ces gouvernants apprennent à respecter nos médias. Parce que si vous ne respectez pas vos propres médias, comment est-ce que vous pensez donc que nous, on va respecter les autres? C'est parce qu'effectivement, les gouvernants ne parviennent pas à respecter leurs propres médias, qu'à un moment donné, ils accordent beaucoup plus de l'importance. Et vous savez aussi que, parfois, lorsqu'il faut blanchir, on est beaucoup plus enclin à accorder de l'interview à un président, je ne sais pas moi quoi, à solliciter les médias extérieurs pour une interview. Comme vous avez déjà vu, par exemple, lorsqu'il faut faire passer une communication essentielle, qu'un État ou alors un président d'un État africain sollicite particulièrement d'abord les médias locaux. Non, pas du tout. Lorsqu'il faut passer les communications, généralement, on utilise parfois ces médias étrangers. Et donc, ne nous prenez pas comme c'était du genre, Jeune Afrique est simplement venu s'investir pour rien du tout. On l'a appelé, il est venu s'investir, il a donné l'information qu'il avait et ça a donné un résultat escompté. Et nous avons vu le résultat, le gouvernement a réagi et voilà ce que ça fait aujourd'hui et on en parle toujours. Merci Simon Pierre. Prenons cette réaction assez spontanée du docteur Stéphane Zanga qui revient sur cette actualité-là et dit ceci. Bonsoir, l'influence des Jeunes Afrique sur les États africains comme le Cameroun s'explique par sa capacité à définir l'agenda médiatique des élites. La réaction gouvernementale n'est pas seulement un démenti factuel, c'est un acte de communication politique et de défense de la souveraineté informationnelle. Alors Jean-Moïse Mbok, on est là véritablement dans la stratégie communicationnelle. Docteur Zanga, lui, estime que c'est un acte de défense institutionnelle, mais dans le milieu, on pense, et monsieur Vouna, sur le plateau, l'a dit, qu'on est plutôt en train de subir le tempo que nous dicte cette communication internationale avec ces bases qui circulent comme Jeune Afrique, France 24 et autres. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que même à ce niveau-là, la proactivité n'est pas de notre apanage? On est plutôt dans la réactivité et peut-être dans la surprise quant à la capacité de ces médias-là à pouvoir justement être objet et catalyseur de réactions. Ben écoutez, la première chose que je vais dire, et c'est le grand cadre, c'est que l'Afrique reste un champ de bataille. Un champ de bataille dans la mesure où les richesses, le sol, le sous-sol et toutes les ressources que nous connaissons restent un grand marché. Il y a eu un gros prétexte pour lancer cette bataille, c'est la décolonisation ou les fameuses indépendances. Dans ces fameuses indépendances, le néocolon a gardé des instruments qui lui permettent de continuer
à lutter sur les terres africaines. Oui. Parce qu'il a un objectif. Et un de ces instruments, donc, c'est les médias. À côté des médias, c'est le deuxième élément que nous avons convoqué, ce sont ces bailleurs de fonds. Oui. Ça reste des instruments du néocolon. Et à côté de ces instruments, il a aussi laissé des hommes qui devaient pérenniser ces actions. Pour répondre à la question du docteur Evuna, qui fait entrer ces gens dans les palais? C'est les fils des néocolons. La prolongation du néocolon, qui estime que, puisque ces médias ont été créés dans un but précis, organisez votre communication, dites ce que vous avez à dire. Les médias nationaux qui ont été créés n'ont pas été créés avec la volonté des autres, non. Ils ont été créés contre leur volonté, parce qu'il ne fallait pas que l'instrument média puisse être contrôlé par nous. Nous savons très bien que qui contrôle la communication contrôle carrément le caractère, le comportement, l'attitude et même le mode de vie des citoyens. Donc, il faut voir dans le média un très grand marché d'influence, un très grand marché de positionnement, un très grand marché même du clientélisme, pour revenir à ce que mon frère disait, parce que nos leaders, pour se donner de l'envergure, et comme on dit au quartier, épater les citoyens noirs, on va parler à côté du blanc pour se donner une certaine envergure. C'est-à-dire que dans le psychique même du noir, être avec un blanc, c'est être quelqu'un. Et c'est resté jusqu'en 2026, où quelqu'un pour se donner de la valeur dit que j'ai fait mes études à la Sorbonne. Ça sonne bien, non? Mais s'il dit qu'il a fait ses études en Ouakele, bon, on dit bon, ok. Vous voyez peut-être que l'influence a été construite pendant des années par des médias étrangers et notamment ce média-là, Jeune Afrique, qui porte très bien son nom. On veut vous garder jeune, on veut vous garder enfant, on veut vous garder bébé. Cette dynamique donc d'influence a créé une sorte de strate. Les médias importants et les sous-médias. Donc dans la tête, dans le subconscient africain, tous les médias africains sont des sous-médias. Et les seuls médias importants, c'est RFI, c'est France 24, c'est Jeune Afrique. Et vous voyez même que même notre Afrique 24 est obligé de se baser en France. Parce que, étant ici, il n'a pas l'aura et la capacité de se tenir avec les autres. Alors à ça niveau, Jean-Maurice Mbok, la question pourrait rester la même et découler du constat de Jean de Dieu Evuna. Qu'est-ce qui justifie cette préférence sur ces médias-là? Vous évoquez un cas Africa 24 qui a semblé avoir l'assentiment de tous les cadres de la sous-région Afrique centrale, mais jusqu'ici, on va toujours ailleurs, on va à BBC, on va à France 24 et les autres. Qu'est-ce qui pourrait justifier cette préférence dans ce positionnement international que de favoriser? Pourtant, on a des médias, même nationaux, CRTV et les autres. Pourquoi est-ce que nos dirigeants peinent à s'exprimer sur les médias, qu'ils soient privés ou publics, locaux, mais préfèrent aller payer très cher, parce que ce n'est pas gratuit là-bas, payer très cher des pages et des espaces dans ces médias internationaux? Le colon, quand il s'en va, il pose des conditions. Une des conditions, c'est que votre système éducatif dépend de nous. Oui. Votre sous-sol dépend de nous. Oui. Votre mode vestimentaire et de gouvernance dépend de nous. Oui. Votre média et vos communications dépendent de nous. C'est des conditions qui ont été posées. C'est pour ça que quand on paye un média occidental, on ne le paye pas au prix d'un média classique. C'est toujours à un standing étatique. C'est-à-dire que ce n'est pas la mercuriale. On ne paye pas un simple média, on paye de l'influence. On paye l'influence adossée sur un État. Mais regardez, vous avez bien fait de mentionner la CRTV. Qui a facilité la création de la CRTV? Ce n'est pas la France, c'est l'Allemagne. C'est-à-dire que la CRTV a ses fondements et ses bases de téléphone. Ce n'est pas la France qui a adoubé la CRTV, non. Le bâtiment que vous voyez là, c'est l'Allemagne. Les premières machines, les premiers appareils, c'est l'Allemagne. Parce que pour la France, il ne fallait pas que les Africains aient des médias, même nationaux. Et même ces médias nationaux étaient rationnés. C'était organisé de manière à ce que leur influence reste totale. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un champ de bataille. Et dans ce champ de bataille, ces médias ont réussi à se donner une envergure, une sorte de force
au-dessus des médias africains. Et finalement, par ricochet, puisque nos leaders ont montré que c'est quand les autres s'intéressent à eux qui sont importants. Tout à fait. Nos leaders ont montré que quand un président vient vous dire qu'il est le meilleur élève d'une nation, c'est pour vous dire quoi? La nation est plus importante que son peuple. Quand les autres veulent faire des grandes sorties, font des sorties sur ces médias, au détriment des médias locaux, le but c'est quoi? C'est que l'influence qui a été conçue et qui est entendue doit être maintenue. La majorité des communications de notre ministre de la Communication, avant les élections, pendant les élections et après les élections, c'était ouf. C'était sur ces médias étrangers. Combien de fois, vous, médias locaux, avez été convoqués pour la pré-campagne, pour la campagne, et même pour un bilan de la campagne présidentielle? Mais vous allez voir que si un de ces médias fait un effet d'annonce comme celui-là, c'est toute une organisation. Il faut passer une sorte de message pour dire attention, notre enveloppe n'est pas arrivée. On balance un message comme ça. Maintenant, on va avoir une réaction qui va être adossée à un budget, ce n'est pas gratuit. Parce que ça va être justifié quelque part. Il faut faire venir les journalistes, il faut faire venir les médias, faire une communication et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, il faudra comprendre que nous sommes dans un champ de bataille qui est entretenu et il faudra un type de leadership qui va affronter la relation média-population. Nous voulons communiquer avec qui? Avec l'Occident, allons donc sur les médias des Blancs. Mais si nous voulons communiquer avec nos peuples africains, on fait comme au Burkina Faso. Traoré communique exclusivement avec les médias internes. Et ces médias ont un rayonnement sur l'AES. Et tous ces trois pays-là ont la même dynamique. Quand on parle au Niger, quand on parle au Mali, quand on parle au Burkina Faso, les trois pays sont informés de la même communication. Ça se construit, ça s'organise. L'influence en face reste un combat important parce que quand vous entendez France 24, Africa 24, France 24 et RFI notamment, c'est la France qui est derrière, c'est le Quai d'Orsay qui appuie ces différents médias. Donc ils ont un objectif. Normal. Oui, ils ont un objectif, c'est normal. Ils ont un objectif. Il faudra donc aujourd'hui que le vide stratégique dans la gestion de nos dirigeants en Afrique puisse être comblé. Être comblé par le contrôle des médias, pour que ces gens comprennent que nous donnons de la valeur à nos propres médias. C'est eux qui doivent le faire. C'est eux qui les invitent dans les palais. C'est eux qui laissent que ces gens s'invitent. Parce que moi, j'étais au ministère de la Communication. Je vous rappelle que nous sommes quand même un pays assez curieux. Moi, je veux le dire, nous sommes assez curieux. Parce que quand nous avons un événement chez nous, nous crions aux gens que venez chercher les accréditations. Quand ils ont les événements chez eux, ils ne nous calculent même pas. On a invité combien de médias camerounais le 14 juillet? On a invité combien de médias camerounais le 4 juillet? Est-ce qu'on les connaît même? On les connaît parce que on les connaît pas. Ouais, cette influence a fait que nous nous comportons comme des bébés. Quand on a un truc qui est national, il faut qu'on commence à supplier que, pardon, venez prendre les accréditations à coût de quelque chose. Donc, eux, ils ont réussi leur influence stratégique. C'est à nous de prendre en compte que c'est un combat. Ce n'est pas une affaire de causerie. C'est une lutte et nous devons donc mettre sur notre stratégie. 1. Valoriser nos médias. 2. Savoir que ces bailleurs de fonds, ça reste leurs instruments. Et troisièmement, les Africains n'ont pas d'autre choix aujourd'hui que de se mettre ensemble. Ils vont mourir comme des animaux. Merci Jean-Maurice Mok. Alors, des réactions nous viennent de partout. Prenons celle-ci particulièrement qui nous vient de Libreville au Gabon. Bonsoir chez vous sur le plateau. Je ne sais pas pourquoi nos Camerounais sont allergiques à l'information. Alors, il ne faudrait pas appeler, sinon les messages ne seront pas relayés. À l'information selon laquelle le président serait souffrant. En quoi est-ce qu'un président malade serait une polémique? Les médias étrangers influencent les États africains parce qu'ils donnent les informations réelles que les pouvoirs veulent parfois dissimuler. Et n'oublions pas que la plupart des acteurs politiques de nos États sautent les médias locaux pour aller se faire entendre chez eux. C'est M. Bekale Meyo-Georges depuis Port-Gentil, c'est au Gabon. Autre réaction sur le plateau de Africa. Bonsoir le plateau, bonsoir Stéphane. Qui doit donner de la valeur à nos médias? Nous-mêmes, nos propres dirigeants qui ont toujours la mentalité de coloniser. Cette mentalité a du mal à nous quitter. Voici pourquoi, de manière voulue, ils vous gardent, nos médias locaux, dans la précarité. Ils aiment les médias des personnes qui les ont mis au pouvoir, tout simplement chez nous. France 24,
Ça, c'est une communication qui nous vient du Gabon. 241. France 24 a été choisi pour l'inauguration du nouveau palais des conférences. Voilà, pourtant, il existe bien au Gabon 24. Comprenons seulement que sortir de la mentalité de coloniser, cela est difficile. Merci à vous, Ghislain, Fabrice et Binda, justement, depuis Libreville au Gabon. Bonsoir le panel. Est-ce qu'il y aurait eu autant de ramdam si Jeune Afrique avait dit que le président était beau et en santé? Bon, moi je sais pas s'il y aurait eu le même ramdam. Bonsoir à vous sur le plateau, thématique très intéressante. Les raisons liées à cette influence sont multiples. Dépendance de l'Afrique au financement extérieur pour certains projets de développement, faible moyens financiers et techniques de nombreux médias locaux, forte présence des chaînes de télévision, radio et plateformes numériques étrangères, influence des partenaires internationaux dans les secteurs de la santé, de l'éducation, des infrastructures et de la gouvernance, accès limité à une production locale capable de concurrencer les contenus étrangers. L'exemple du Cameroun, de nombreux projets d'infrastructures, d'éducation, de santé sont financés par des bailleurs tels que la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, l'Union européenne, qui peuvent orienter certaines priorités de développement. Par ailleurs, une grande partie de l'information consommée provient des médias internationaux, influençant parfois la perception des réalités nationales. Patrick Asiga a réagi sur le plateau de Ouro Africa. Une autre, avant de prendre l'avis du politologue Paul-Stéphane Menunga. Alors, c'est ce qui arrive lorsque l'on veut tout mystifier. Pourquoi n'avoir pas précisé l'objet du séjour du président de la République à l'étranger? Le peuple souverain n'a-t-il pas le droit de savoir? C'est une interrogation qui malheureusement n'est pas signée. Paul Stéphane, c'est vrai que les sphères d'influence sont multiples, mais parfois politique et même influence, communication coexistent. Lorsque l'on sait que de nombreux chefs d'État africains, lorsqu'ils sont par exemple en campagne, s'attachent les services de grands communicants internationaux, français en outre. Patricia Ball a ses habitudes dans différents palais africains. Stéphane Fuchs il a ses habitudes aussi. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas de dichotomie entre vouloir s'adresser à une cible qui est locale, qui ne connaît pas vos strates internationales, mais en allant choisir des médias qui ne parlent que justement à ces personnes-là? À quel niveau est-ce que le paradigme devrait être changé? Le paradigme devrait être changé au niveau des dirigeants. Parce que la plupart de nos dirigeants, et c'est ça qui cause problème, sont des renégats. Peut-être il faut que j'explique un peu. Attention, renégat, oui. En français, nous tous on parle français. Vous avez lu la Bible? Stéphane, la Bible. Renégat, c'est un mot qu'on ne peut pas accoler à un dirigeant. Non, nos dirigeants sont même des renégats. Non, Paul Stéphane Menunga. Renégat, c'est pas un mot qu'on peut accoler à un dirigeant. Comme ça que Oumiyobé les appelait. Oumiyobé, c'est Oumiyobé. Et il avait raison. Non, on ne sait pas s'il avait raison d'appeler des dirigeants africains renégats. Permettez-moi d'expliquer. Paul Stéphane, vraiment. Non. Ce type de positionnement n'aide pas. Aussi. Peut-être que c'est pas dans le sens péjoratif. Non, renégat en français, c'est péjoratif. C'est fort. Péjoratif. Non, Paul Stéphane. C'est dans le sens où on invoquait la Bible. Quand Pierre dit à Jésus que il est capable de mourir avec lui, Jésus il dit que tu vas me régner. C'est ça un renégat, c'est quelqu'un qui se renie lui-même. La plupart des dirigeants là pensent qu'ils sont occidentaux. Ils ont les doubles nationalités. Ils ne sont plus africains. Ça c'est clair. Donc ce n'est donc pas grave, renégat. Ce n'est pas grave. Vous ne jugez pas. Vous ne jugez la gravité sur le plateau. Moi je fais ce que j'assume sur ce plateau. Il a expliqué. C'est ça le véritable problème. C'est qu'en réalité, on a des occidentaux à la peau noire à la tête de nos États. Ils ne sont pas là pour servir l'Afrique. Ils sont là pour servir l'Occident. C'est d'abord ce qu'il faut comprendre. Parce que le fait qu'on ait justement des Occidentaux à la peau noire à la tête de nos États transforme nos États en ce qu'on appelle des États extravertis, c'est-à-dire des États portés vers l'extérieur, même sur le plan de l'information. Parce que je veux convoquer déjà ce que Jeune Afrique a dit. En réalité, ce qui fait jaser au gouvernement, c'est le contexte. Parce qu'il ne faut pas enlever l'information de Jeune Afrique du contexte. En réalité, c'est ce qui amène
le gouvernement a jasé parce que depuis 2018, on s'est vêtu à démontrer que le président encore chaud gars. Quand Jeune Afrique vient vous dire que le président est parti se soigner, ça réveille les soupçons de transition et autres. Et le ministre de la Communication vient vous dire que non, le président n'est pas parti se soigner. J'ai envie de vous rappeler que moi, le grand-père de ma mère est mort à 113 ans. Ma grand-mère a plus de 80 ans. Je pourrais vous citer au moins 5 personnes dans ma famille qui sont dans la 80e. Et quand on a l'âge, là, en réalité, c'est normal. En réalité, ce n'est pas une information que Jeune Afrique nous donne. Jeune Afrique se positionne dans les dynamiques de la transition. C'est simplement ce qu'il faut comprendre. Alors, à quel niveau sont l'information pour faire de l'influence? À partir du moment où... Et je poursuis, qui est l'acheteur ou bien qui est l'orienteur de cette influence-là? Et elle profiterait à qui, ce type d'information? Elle profite en réalité à un camp, parce que quand vous analysez la situation, si on prend le cas du Cameroun aujourd'hui, vous vous rendez compte, quand vous ne faites pas dans la fine bouche, qu'en réalité il y a des clans qui discutent la transition du président de la République. Et certainement un camp est derrière Jeune Afrique. C'est le camp qui a donné la bonne information à Jeune Afrique que publiez-nous ça. À coût de beaucoup d'argent. Exactement, publiez-nous ça. Et le ministre de la Communication, il est obligé, même s'il n'est pas d'avis, de venir nous dire ce qu'il nous a dit, parce que c'est la ligne du gouvernement. Donc, en réalité, pour moi, c'est un non-événement, parce que le président de la République, à son âge, doit même se soigner chaque jour. Vous savez, en Occident, il y a ce qu'on appelle la gériatrie. Moi, je reste sur ce qui m'importe. C'est pas un débat sur la santé du président de la République. Non, ce n'est pas ça que je fais. Non, moi, vraiment, restons sur l'influence de l'oubli. À son âge, il doit même se soigner. Nous sommes d'accord, et vous l'avez déjà dit. C'est pas ce qui m'importe sur ce plateau, qu'il y ait ce débat. Et ce qui est Stéphane, la révélation. Nous sommes d'accord. Paul Stéphane, restons sur l'influence. Je préfère. D'accord. En restant sur l'influence, j'ai envie de continuer en vous disant que le problème de l'Afrique, c'est que nous sommes encore des proto-États. Ça veut dire que nous sommes des États en construction. Nous ne sommes pas encore des États. Parce que sur le plan de la souveraineté, en réalité, nous ne sommes pas souverains. Sur le plan de la sécurité, nous sommes dépendants, c'est-à-dire la sécurité militaire. Sur le plan de la sécurité alimentaire, nous sommes dépendants parce que le MINAD, il est parti prendre du riz que la Chine nous a envoyé. Ça veut dire que même pour se nourrir, on n'arrive pas à se nourrir. Oui. Exactement. Sur le plan de l'éducation, nous sommes dépendants parce qu'ils nous imposent des formations qui ne nous servent à rien. Exemple, la Chine a supprimé 12 000 formations qui ne vont servir à rien dans le futur parce qu'ils ont analysé, ils se sont rendus compte qu'en fait, ça ce sont des formations inutiles. Avec l'intelligence artificielle qui vient aujourd'hui, il y a des formations qui ne servent plus à rien. Ils ont supprimé 12 000 formations. Mais nous, on continue à avoir les bacs chinois, les bacs allemands, les bacs espagnols, peut-être bientôt les bacs turcs. Vous comprenez que même, exactement. C'est signé. Vous comprenez que même sur le plan de la formation, on est hyper dépendant. Voilà. Et je veux convoquer ici l'économiste égyptien Samir Amin. Et c'est là où ça devient intéressant. Dans la théorie de la dépendance, il vous dit qu'en fait, l'Afrique persiste dans ce qu'il a appelé le développement du sous-développement. Donc vous vous développez dans le sous-développement. En quoi faisant? En continuant à exporter toutes vos matières premières et en important les produits manufacturés que vous ne produisez pas. Même la communication. Exactement. Et en dépendant sur le plan financier, le cas du FMI. Vous voyez qu'avec ça, en réalité, vous vous développez dans le sous-développement. Parce qu'en fait, quand vous exportez toutes vos matières premières, vous ne créez pas l'emploi. Vous créez l'emploi dans le pays où vous envoyez vos matières premières. C'est ce qu'il faut savoir. Vous ne développez rien dans votre pays et vous consommez même en fait ce que vous ne produisez pas. C'est pour ça qu'on va vous demander de produire le cacao qui ne sert à rien à l'Afrique en réalité parce que les produits comme le cacao ne nous servent à rien. Pourquoi? Parce que, en fait, si vous ne vendez pas votre cacao, vous allez faire quoi avec? C'est la question qu'il faudrait qu'on se pose souvent. Si vous ne vendez pas votre café, vous allez faire quoi avec? Alors que quand j'ai produit mon plantain, si je ne vends pas, les enfants vont au moins manger ça avec l'huile rouge. Ça permet de lutter contre l'insécurité alimentaire. Donc vous voyez qu'en fait, l'Afrique a tellement de problèmes à cause des dirigeants qui sont à la tête de nos États que j'ai envie de dire quoi? Il est véritablement difficile de répondre à la question que vous posez de façon péremptoire. Et je sens en disant que
vous avez posé une question par rapport à l'influence des médias locaux. Si on prend le cas du Cameroun, est-ce que vous savez que si un média local avait parlé de la santé du président de la République, le Moulinex aurait écrasé les condiments? C'est d'abord de là qu'on parle. Ça veut dire, si quelqu'un avait pris le risque de parler même du voyage du président de la République, peut-être on l'aurait gardé à vue sans convocation. Il aurait été convoqué au CNC. Peut-être il serait même déjà à Kondengui. Donc vous voyez qu'en fait, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. L'Afrique doit simplement assumer, ou alors les dirigeants africains doivent simplement assumer aujourd'hui ce qu'ils ont sémé, parce que je vais vous rappeler ici, et je sors peut-être définitivement par là, je me rappelle d'une situation qu'on a eue au Cameroun. Oui, à une époque, les médias locaux, y compris le groupe La Météo, avaient commencé à donner des signaux sur l'inflation. Et très rapidement, le ministre du Commerce avait fait une sortie pour démentir. Mais quand RFI a parlé de ça, il est parti répondre à RFI. C'est la même chose avec beaucoup de choses. Quand on parle en interne, il n'accorde pas d'importance. Mais dès que France 24 tous, on se lève rapidement, on va à RFI. Vous avez vu que même le 50-50 du président de la République a été démenti à RFI. Ça pose quand même un problème. Vraiment, il faudrait que nos dirigeants se remettent en cause. Et je suis en plaidant justement pour celui qui a parlé de Gabon 24 en lui disant que même Info TV peut partir couvrir l'événement au Gabon. Voilà. Merci pour cette plaidoirie, Paul Stéphane Menunga. C'est vrai que, justement, Jean de Juevuna, la communication est un aspect important lorsque l'on évoque l'influence, le lobbying, qui est de l'apanage de ceux-là qui tiennent à maintenir les États africains dans un certain joug. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait donc pour déconstruire le joug? Comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait moins de médias locaux sous nos latitudes, puisque en empruntant un taxi, à 8 heures, c'est la grande interview d'une chaîne que tout le monde connaît, qui passe en prime, sans que cela ne dérange personne, à savoir même, est-ce qu'on a même la température du pays? Comment est-ce qu'on sort de cette mentalité qui amène à ce que l'information ne soit crédible que lorsqu'elle a été relayée par des médias dits internationaux? Comment sortir? Mais en faisant ce que nous faisons d'abord ici, en ce moment et maintenant. C'est-à-dire, je suis sûr que les chefs d'État nous regardent. Je risque de dire quelque chose que qui ne va pas te plaire en disant qu'il faut l'émancipation de ce qui nous gouverne. J'ai plutôt l'impression que l'émancipation est inversée en Afrique. C'est-à-dire le peuple comprend mieux, s'émancipe rapidement. Il a moins d'intérêt. Non, le peuple s'émancipe certainement plus vite que ce qui nous gouverne. Parce que c'est en permettant à ceux que... En fait, dès le moment où ceux qui nous gouvernent vont s'émanciper, en sortant de ce paradigme où ils pensent que communiquer, être écouté, c'est donner la voix aux colons. Si on donne la voix, je prends un exemple, dans la sous-région Afrique centrale, il y a eu une vague d'élections l'année dernière. Mais combien de chefs d'État ont convoqué les médias de la sous-région? Ça pose un sérieux problème. Je parle de chefs d'État. Et l'émancipation commence dans les palais. J'insiste sur l'ouverture des palais aux médias nationaux. C'est-à-dire quoi? Qu'un chef d'État se sente à l'aise et honoré d'être interviewé par Stéphane Barga. Je parle. Donc ça commence ici et maintenant. Au Gabon, au Cameroun, en Centrafrique, comme au Congo. Donc l'émancipation doit commencer dans les palais. Pour que l'influence... Et je vous dis, si par exemple l'année dernière, on vous accordait ces accréditations au niveau des palais, c'est-à-dire les candidats sortants, qui sont des chefs d'État qui ont gagné, et vous accordez... Je vous dis, en un an, ces médias disparaissent. C'est-à-dire, ceux à qui on donne la voix vont disparaître. Parce qu'ils vont essayer de contre-attaquer. Et le docteur Mbok a parlé de bataille. Ils vont essayer de contre-attaquer en discréditant, mais parce que la confiance aurait été donnée aux fils du terroir
à la sous-région ou aux Africains qu'ils ne pourront pas, parce que je suis confiant que vous avez de la compétence. Il y a des intelligences dans ce milieu en Afrique. Nous avons des grands noms qui ont influencé même dans leurs propres médias. Mais supposons qu'on donne à ces intelligences de la lumière, du souffle, qu'on les considère, qu'on vous donne aussi l'influence au même prix, parce qu'il va aussi avec le prix. C'est ça, en fait. Les mêmes moyens. Les mêmes moyens. C'est-à-dire, lorsque Stéphane Barga va peut-être à la présidence, que ce ne soit pas comme qu'il ne rentre pas sous la pluie, que ce soit payé au même niveau que les autres, que lorsqu'il quitte la présidence, qu'il aille au Gabon, qu'il aille au Congo, qu'il aille en Centrafrique, au Tchad, que le chef de l'État de ces pays, des chefs d'État de la sous-région lui accordent la même considération, le même respect et le même coût au niveau de l'achat de l'influence. Comment comprendre qu'un média comme Info TV, comme on a vu un bouquet venir célébrer l'influence de Info TV comme étant le 3e, si je n'abuse, au niveau de leur bouquet en Afrique subsaharienne. Comment comprendre que ces gens témoignent de ce qu'un tel média a de l'influence, avec plus de 200 millions de téléspectateurs. Et qu'en interne, déjà au Cameroun, qu'il se soit rare, je serais même rarissime de voir un ministre se lever et accorder une interview exclusive à Info TV. Pourquoi attendre des communiqués ou des sorties où pourquoi est-ce que nos ministres ne quittent pas leur bureau et venir en studio comme ils le font ailleurs et payer? Parce qu'il faut que ça suive. Bien sûr. Et payer, c'est-à-dire il faut que ça suive. Parce que lorsque ces médias viennent, au-delà même des cartons, comme ils arrangent, il faut voir le respect et la logistique qui est mise à leur disposition. Il faut que ce soit aussi fait à l'endroit de M. Barga. C'est-à-dire, lorsqu'il se déplace, il va au ministère du Commerce pour chercher l'information qu'on n'envoie pas, je ne sais pas, un planton pour lui dire que se débarrasser. De ce côté, on est très bien reçu. Il faut, on est très bien reçu. Au niveau du ministère du Commerce, donc le ministère. Bien sûr. Quand vous arrivez, quand vous êtes annoncé, que le ministre fait ça comme une opportunité, non pas une mendicité. Parce que à chaque fois qu'ils entendent qu'ils vous demandent c'est quel journal, c'est quel média. Bref, ce n'est plus le cas de Info TV aujourd'hui. Merci Jean. Mais moi je lance quand même l'appel. Merci. Je vous attends au palais. On vous a compris, on vous a écouté de ce côté, Jean Dieu Vouna. Alors Simon Pierre Mahen, je me tourne vers vous puisque la question inhérente à la perception des médias et l'influence des médias internationaux pourrait s'adosser à une autre strate politique qui est celle de la validation, puisque l'on sait, lorsqu'on a bien suivi les élections présidentielles qu'il y a eu des élections dans la sous-région Afrique centrale, on s'est rendu compte que parfois, tant que Paris, Londres, Washington n'avait pas félicité le président élu ou réélu, on avait l'impression qu'on était mal élu, qu'on n'existait pas au niveau international, même si le peuple vers qui vous êtes présenté vous a accordé ses faveurs. Est-ce qu'à ce niveau aussi, il n'est pas temps justement de sortir de ce paradigme qui voudrait que la validation vienne de l'extérieur comme l'information et que l'on puisse véritablement apprécier ce qu'on a au niveau local lorsque le peuple vous a fait confiance? Vous, en tant que leader africain, il faudrait d'abord féliciter le peuple qui vous a fait confiance, prendre possession justement de cette confiance-là avant d'attendre, ou alors d'espérer, parce que certains espèrent même souvent que Paris, Washington, Londres, Berlin valident leur élection. Certains ont dit ici que lors de la période électorale, il y avait, pour la période de campagne, il y a des gens qui ont beaucoup plus utilisé les médias occidentaux pour communiquer sur le projet. Ça montre à suffisance qu'ils avaient forcément des raisons, parce qu'effectivement, il fallait que de manière internationale, qu'on sache ce qu'ils devaient forcément faire. Et ça démontre à suffisance ce que, effectivement, nos gouvernants ont souvent l'habitude de faire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
vous avez parlé tout à l'heure, lorsque quelqu'un est élu, si effectivement ces médias-là ne s'annoncent pas, ou encore une personnalité internationale ou occidentale ne puisse le féliciter, l'élection ne peut nullement pas être validée. Or, on sait très bien que lorsque nous assistons à ces échéances, lorsque nous sortons de ces échéances-là, ceux qui devraient reconnaître l'électorat, c'est le peuple. Oui. C'est rien d'autre. Donc on ne saurait nullement pas se soumettre donc à ces occidentaux. Quand bien même qu'il y a des situations aussi, et même qui sont délicates, ou encore des situations aussi sérieuses comme la période, comme les élections. Moi je trouve souvent un peu ça très mal, où on voit beaucoup plus aujourd'hui que lorsque on assiste à ces situations, on voit des personnes aujourd'hui qui sont en train d'estimer que forcément, à chaque fois qu'il y a une situation ici, on se dit bon ok, tant que les médias, tant que le président, par exemple, Trump ou encore Macron ne m'a pas félicité, ça veut dire qu'effectivement, mon électorat, je ne suis pas légitime. Mais non, ce n'est pas ces présidents-là qui vous rendent légitime. C'est le peuple qui vous rend légitime. Donc, par conséquent, on ne peut pas admettre qu'aujourd'hui, encore nos dirigeants continuent toujours de se recouvrir ou encore d'assouvir les sentiments de ces Occidentaux. Pas du tout. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on comprend. Tout à l'heure, là, mon copanéliste était en train de dire que il faut bien se poser des questions si effectivement tous ceux qui sont considérés comme étant nos gouvernants ne sont pas la solde de ces Occidentaux. Parce que généralement, ça peut aussi s'expliquer. Ouais. Si effectivement on a été moulé par ces Occidentaux, vous voulez que effectivement, qu'est-ce qui se passe bien après? Si on a été moulé par là, vous pensez que si vous êtes, on vous a mis quelque part, vous n'avez pas fait les louanges de votre patron? Mais bien évidemment, c'est la logique. Donc nous ne nous attendons pas forcément à ce qu'ils font les louanges du peuple, alors qui les a élus. Nous sommes sur une histoire panafricaine et on questionne le temps. C'est vrai que Paul Stéphane a évoqué justement des figures de l'émancipation africaine, Lumumba, Unyobé et les autres. Mais il faut quand même dire qu'on est 60 ans plus tard. Est-ce que justement les segments, les ferments de ce néocolonialisme-là et de ce sentiment d'infériorité qu'ont malheureusement encore certains Africains face aux Occidentaux est toujours aussi prégnant, même dans les cadres de décision? Est-ce que les décideurs africains ont de la peine à regarder les yeux dans les yeux ceux d'en face pour justement mettre en avant les intérêts africains dans leur prise de décision? Vous avez déjà vu comment est-ce que parfois ces présidents-là, quand ils font des visites, qu'ils arrivent dans des pays africains, comment ils sont considérés? C'est aussi ça, la réalité. Si par exemple, je parle un exemple très simple, Macron décide d'arriver au Cameroun. Quelle est la crédibilité, l'importance qu'on va accorder? C'est comme si on n'avait jamais... C'est comme si les dieux... Parce que nous, on a souvent considéré que ces pays en question sont devenus comme des pour nous, en fait. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, on se dit, la peau blanche, quelqu'un m'a soulevé ça tout à l'heure, on a toujours ce sentiment-là, le complexe, qu'effectivement, ils sont directement au-dessus. Mais l'Afrique a une intelligence assez considérable. Et donc, par conséquent, on ne saurait nullement pas négliger l'Afrique. Il y a des grands savants en Afrique. Il y a des intellectuels en Afrique. Pourquoi aujourd'hui, parfois, quand quelqu'un a soulevé tout à l'heure, quand quelqu'un va faire ses études à l'extérieur, on considère simplement qu'il est beaucoup plus efficace que les autres qui ont fréquenté ici en Afrique. C'est absurde. Est-ce qu'on pense qu'un Camerounais, ça veut dire qu'un professeur, comme on a souvent l'habitude de voir dans des lycées, dans des plateaux ici, comme je prends comme celui qui est règlement ici, Éric Mathias au Languini, ou un grand politologue comme celui-là, on prend aussi un politologue en France par exemple. Vous pensez qu'il y aura quand même match à ce niveau-là? Non, mais parce qu'on a ce complexe. Quand on se dit la peau blanche, c'est l'intelligence. La peau blanche, c'est la sagesse. La peau blanche, c'est la créativité. La peau blanche, c'est. Mais non. Mais on doit toujours surtout, je parle beaucoup plus de ces gouvernants, parce que c'est eux qui développent ces politiques. C'est eux qui amènent leur population à considérer que ceux qui sont en face ne sont pas comme les nôtres, ne sont pas comme vous, mais ils sont plus que vous. Et donc, par conséquent, quand on a déjà mis cette mentalité devant les Camerounais, ou encore devant les Africains, ouais, c'est tout à fait normal qu'on considère aujourd'hui que les Blancs sont beaucoup plus intelligents. Moi, je vais vous rappeler peut-être, en passant par là, qu'une petite anecdote. À un moment donné, quand je voyais un petit Français, je me rendais compte qu'en fait, si on va s'en tenir à la nature, qu'il est français, il serait très bon en français.
C'est-à-dire qu'il c'est un excellent français. Mais je me suis arrivé dans ma carrière d'enseignant à l'extérieur, je me suis rendu compte que je me trompais. C'était les nullards. Bon, je vous dis, c'est une manière de vous dire qu'en fait, il y a de la matière, il y a de la matière grise en Afrique. Et il faudrait que les gouvernants apprennent à exploiter cette matière grise. Aujourd'hui, on est en train de parler des médias. Qu'aujourd'hui, qu'on considère, que beaucoup plus nos gouvernants considèrent beaucoup plus les médias occidentaux que ceux qui sont nationaux. Et ils devraient comprendre que la valeur qu'on accorde, c'est eux qui devraient donner cette valeur à nos médias nationaux. Ce n'est pas les célèbres, c'est et on a vu Simon Pierre, justement, lorsque, pour une raison, pour une autre, l'intimité ou alors la logistique du numéro 1 camerounais est attaquée. Ce sont les médias locaux qui se lèvent et qui soutiennent justement l'institution Paul Biya, alors que ceux-là, qu'on paye grassement, ils n'en ont que cul. Bien évidemment, on a dit tout à l'heure que quand Jeune Afrique a publié ces informations, c'est de l'argent, non? Est-ce qu'on a donné de l'argent à Info TV qui a parlé de ça ici le dimanche? On leur a pas donné, vous avez de l'argent. Vous avez fait la première personne. En tant que média républicain. En principe, on devrait aussi vous donner des enveloppes. En principe. Parce que si... Non, soyons clairs. Ne faisons pas comme si c'était du genre... Parce que vous avez aussi eu l'occasion de dire, bon, ok, d'accord, on a parlé, Jeune Afrique en a parlé, bon, ok, bon, on va citer dans notre silence. Mais il faudrait qu'on apprenne à respecter les médias locaux. Il faudrait qu'on apprenne à respecter même, ne serait-ce que, même les journalistes. Les journalistes ne sont pas considérés comme étant des mendiants. Parce que même nos gouvernants aujourd'hui considèrent les journalistes comme des mendiants. Lorsque vous allez par exemple faire une interview à une personnalité, ici en Afrique, ou bien par exemple particulièrement au Cameroun, lorsqu'on vous voit, on dit, que celui-là même, là, il vient chercher mon ballon. Il cherche quoi? Donc en fait, c'est une façon de dire que si vous êtes considéré, peut-être ailleurs, il n'y a pas cette même considération. Mais il faudrait que le jeu doit être équilibré et juste. J'ai équilibré et juste, Jean-Moïse Mbok, on a assez épilogué sur justement l'influence médiatique occidentale. Sortons un peu des médias, allons un peu dans la finance. Parce que là-bas aussi, quasiment le segment de réflexion est le même. Pour les pays africains, ajustement structurel, d'évaluation, réévaluation, plan ceci, plan cela, on a l'impression qu'il y a tout un agenda, tout un vocabulaire qui nous est adossé et que nous subissons avec tout ce que cela entraîne comme contrainte sociale. Et que malheureusement, nos chefs peinent encore à trouver des solutions pour sortir de cette dépendance des instruments financiers internationaux et particulièrement occidentaux. Écoutez, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes en guerre. Je ne veux pas utiliser un autre terme. Les autres s'équipent et financent leur guerre. Ils se donnent tous les moyens pour gagner cette guerre. Nous sommes encore dans des négociations et des réflexions complètement hors du temps. Quand Paul Stéphane a parlé tout à l'heure, par exemple, de l'éducation et de la gestion de nos ressources, on vous dit quelle agriculture faire. On vous dit quelles sont les matières qu'on décide de prendre. On vous dit qu'est-ce que vous pouvez développer chez vous ou pas. C'est un langage de guerre qui demande une attitude et une réponse de guerre. Mais là, ce n'est pas avec les armes, c'est avec des idées, c'est avec une vision, c'est avec un construit. Et là, je veux donc convoquer ici la volonté politique qui consiste justement à se tourner vers le peuple pour qui nous sommes élus et avec qui nous devons travailler pour sortir l'Afrique de cette guerre. Tous ceux qui sont à la tête des États africains aujourd'hui doivent comprendre, et je l'ai dit d'entrée, les instruments du néocolonialisme restent vivants et efficaces. Dès qu'on a fini sur la question des médias, on est sur la question de l'économie et des finances. Est-ce que vous avez jamais posé la question quand même que tous les énarques qui sont formés en France là, ils gouvernent la France? Quand ils finissent la formation, ils vont où? La plupart, c'est qu'on a fabriqué ces écoles pour venir conseiller nos chefs d'État, pour venir conseiller nos ministres, pour venir conseiller. Donc finalement, l'économie se construit avec qui? C'est encore avec eux. Pourquoi vous voulez que les plans qui sont mis sur pied avec votre adversaire de guerre soient des plans qui vont vous servir? Oui. Ces plans ne vous servent pas. Donc il est temps aujourd'hui, sur la question des bailleurs de fonds, sur la question de l'économie en général, de prendre des exemples qui marchent. Le Burkina Faso, il y a je crois 2 mois, a lancé un emprunt obligataire interne
avec sa diaspora. Un Ils ont succès. récolté, ils ont fait 110%. 123 milliards, Quelque chose comme ça. 110%. Ils ont 123 dépassé milliards. le taux. 123 milliards. Avec leur diaspora. Et le taux est à combien? On donne les 4%. Parce que les gens ont estimé que c'est leur pays. Ils doivent le développer. Qu'est-ce qu'on va chercher avec nos amis du FMI et de la Banque mondiale? C'est simplement qu'il y a des accords qui ont été signés qui lient certains de ces papas-là. Je les appelle comme ça. Et aujourd'hui, ces accords ont finalement fait des... Il a dit le mot là. Les gens qui sont de l'autre côté là, mais qui sont seulement avec nous pour la formalité. Donc, il y a un logiciel compliqué dans lequel nous sommes. Nous sommes dans une histoire où la volonté politique reste contrainte, liée aux accords qui sont faits, aux ententes qui ont été faites, aux soutiens qui sont faits, aux supports qui sont faits. Regardez même la sécurité des chefs d'État. On a beau avoir notre GPS qui garde le chef de l'État. Au Congo, qui garde le président de la République. Au Gabon, qui garde? C'est Israël. C'est les États-Unis. Ça veut dire qu'il y a des conventions, des contrats que nous ne comprenons pas. Donc nous ne pouvons que nous questionner en tant que citoyens africains pour dire cette politique monétaire ne marche pas. Et pour que ça marche, il faudrait que les dirigeants africains apprennent à composer avec des économistes locaux qui peuvent dire notre réelle capacité à transformer ou ne pas transformer. Aujourd'hui, dans le monde entier, tous les pays peuvent transformer les ressources locales. Ça peut se faire partout. Mais il faut des gens qui le veulent, qui sont engagés et qui mettent de la ressource que nous avons sur la table pour que l'Afrique puisse sortir de ce piège. Si le Burkina Faso l'a fait, le Mali est en train de le faire, les autres pays de là le font, et c'est en train de partir dans toute l'Afrique de l'Est, où ils comprennent que la diaspora est une force. Mais en Afrique centrale, on voit encore la diaspora comme une menace. Pourquoi? Parce qu'elle dit ce qu'elle pense. C'est à vous de la gérer comme des gens qui pensent autrement que vous, de créer un cadre de dialogue et de pouvoir avancer ensemble. Mais chez nous, en Afrique centrale, on jette la diaspora parce qu'il y a un autre agenda derrière. Il ne faut pas qu'il y ait l'alternative au taux exorbitant qu'on adosse à nos emprunts. Donc vous voyez qu'il y a un truc bizarre, compliqué entre le néocolon, les fils de néocolon, les conventions, les contrats et un refus, mais avec une volonté ferme de faire les choses autrement. Ça veut donc dire que ceux qui entrent en politique aujourd'hui ne peuvent pas entrer avec le même logiciel qui est celui de gouverner à tout prix. Le nouveau logiciel, c'est aussi entrer dans la stratégie de réflexion, de manière à ce que le peuple politique puisse intégrer une nouvelle dynamique et l'imposer aux nouveaux leaders qui vont arriver. Parce que si on veut simplement être président, si on veut simplement être en haut, on ne sera pas efficace pour l'Afrique d'aujourd'hui, qui ne cherche pas un homme providentiel, mais une structure, une organisation, une dynamique qui nous amène dans une certaine convergence globale. En Occident, quand ils mettent sur pied un projet, ils le communiquent entre eux et ils se mettent sur le même diapason. Merci, il faudrait donc qu'en Afrique, on entre dans la même dynamique et qu'on sorte de tous ces pièges qui sont bien construits. Merci. Alors prenons cette réaction qui nous vient du Gabon. Elles sont nombreuses ce soir. Bonsoir mon très cher Stéphane Barga. Je suis Bana Sylvestre depuis le Gabon et en ce qui me concerne et ce qui concerne la thématique des médias occidentaux, ont des portées linguistiques, culturelles et politiques très élevées par rapport à la francophonie qui nous unit. Que nous le voulions ou pas, la langue française est la seule qui nous permet de comprendre les valeurs d'une société et d'un monde en pleine mutation. Bon, monsieur Bana, je ne sais pas si vous avez bien compris ce dont on parlait dans la première réflexion. Autre réaction sur ce plateau. Elles sont nombreuses. Prenons celle-ci. Vraiment. Bonsoir à vous, c'est monsieur Ateba. Je voudrais juste rappeler que l'Afrique aujourd'hui
subit la pression des médias extérieurs, ce qui découle de la dévalorisation de ses sources d'information locales, bien qu'elles soient parfois de qualité. Parfois au Cameroun, par exemple, l'information reste limitée pour des raisons que nous connaissons tous. Donc pour transmettre la bonne information, il faut passer par l'extérieur. Merci pour la contribution. On va donner la parole à M. Manson. Sur les questions financières, il faut dire, Franck, que l'Afrique est encore, il faut le noter, sous le joug des orientations de ces bailleurs de fonds, FMI, Banque mondiale et autres, qui donnent le tempo quasiment des économies africaines et parfois ont des orientations qui ne sont pas en adéquation avec les réalités de nos latitudes. Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui de leur rappeler le potentiel qui est celui des pays africains? On parle d'or, on parle de bauxite, on parle de pétrole, on parle de diamant. Comment est-ce que on ne parvient pas, pour ce qui est justement du rapport de force, à l'inverser et à rappeler que c'est nous les producteurs et détenteurs de matières premières et c'est vous qui êtes en posture d'acheteur. Donc ça, on ne peut pas faire win-win, asseyons-nous quand même et discutons à valeur égale. Stéphane, merci pour la question intéressante, mais permettez que je revienne brièvement sur des éléments importants. Paul Stéphane, tout à l'heure, a fait mention d'un concept fort, disant que la plupart des dirigeants sont des renégats. C'est vrai, mais seulement, même les populations sont des renégats. Même la population. J'en veux pour preuve le fait que le désir d'aller se faire soigner à l'extérieur, c'est un indicateur qu'on est un renégat. L'obsession justement d'aller fréquenter à l'extérieur, ou alors pensant qu'en allant à l'extérieur c'est un privilège, c'est l'un des indicateurs que vous êtes aussi un renégat. La plupart des joueurs, pourquoi les joueurs ne jouent pas ici? Mais ils veulent aller jouer ailleurs parce qu'ils estiment que là-bas ils sont mieux traités. Mais vous voyez que c'est beaucoup. Mais vous voyez donc que c'est pas une réalité. Mais ça ne se limite donc pas aux dirigeants. C'est une réalité, mais ça ne se limite donc pas aux dirigeants. Et vous voyez bien que pour traiter en fait la question, pour juguler la problématique, vous voyez bien que c'est quelque chose de beaucoup plus profond que cela. Ça, c'est le premier élément. Le docteur Bock a fait mention tout à l'heure des communications qui se font du côté de l'AES. Mais c'est simple à comprendre. C'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, l'orientation politique semble répondre aux aspirations ponctuelles de ces populations. C'est simple. Parce que l'un des vecteurs de puissance et d'influence d'un média, c'est son auditoire. C'est son auditoire. Si un média n'a pas d'auditoire, il ne sera pas influent. Mais qu'est-ce qui fait donc la particularité avec les médias occidentaux? C'est que là, en Afrique, on a une opinion qui a été fabriquée en fonction des objectifs. Donc, ils instrumentalisent ces médias, je l'ai dit tout à l'heure, l'émotion des populations qui a certainement un lien avec les conditions. On sait que quand on brandit une information comme ça, mais la population va boire. Donc il revient justement à nos dirigeants de réveiller ces populations et que les populations aient suffisamment de discernement pour cerner l'intention qui se cache derrière les communications. Et maintenant, pour répondre à votre question, Stéphane l'a dit, ils ont des nationalités à l'extérieur, ils ont des comptes à l'extérieur, ils ont des maisons à l'extérieur. Monsieur Mor l'a dit tout à l'heure, ils ont été fabriqués à l'extérieur pour servir les intérêts. Mais comment est-ce que vous pensez que la donne peut changer s'il n'y a pas un changement profond de mentalité? Je ne vais pas parler de réveil, vous allez dire que c'est trop compliqué. Comment ça peut changer? Ils sont sous le joug de l'orientation politique du Bretton Woods, justement parce que non seulement ils ont été fabriqués par les Bretton Woods, il faut le dire, et il y a des intérêts là-bas. Ce qui fait que celui qui va tenter de manière brutale d'avoir une orientation contraire à celle qui est là, mais il sait en quoi s'en tenir. Eux-mêmes, ils se sont mis dans un piège, Stéphane. Vous voyez, quand les gens ont des comptes bancaires fournis de l'autre côté, ils ont des nationalités, ils ont de l'immobilier de l'autre côté, ils font comment, puisqu'ils sont tenus? Qu'est-ce qu'ils font? Vous voyez bien que c'est une question qui est extrêmement sensible. C'est justement la raison pour laquelle il faut l'émergence d'un nouveau type de leader. On n'est pas simplement leader quand on occupe une fonction étatique. Et c'est ça le problème. On n'est pas simplement leader quand on a beaucoup d'argent. Vous pouvez être un leader par votre pertinence, par votre charisme. Si vous êtes représentatif d'une vision, d'un modèle de société qui prend véritablement en compte l'intérêt collectif, mais à un moment donné, vous pouvez exercer suffisamment d'influence. Et participer justement à influencer même les politiques à venir. Donc ce n'est pas quelque chose qui peut se faire de manière spontanée. Parce que là où nous en sommes, nous n'y sommes pas aussi de manière spontanée. C'est quelque chose qui s'est construit également dans le temps.
Ouais. Ce sont des décennies de construction. On s'est enlissé, nous sommes enlissés. Encore faudrait-il rappeler que les Bretton Woods ont été créés pour renforcer les économies européennes qui étaient déjà fragilisées. C'est ça. Les autres Bretton Woods n'ont jamais été créés pour faire du bien aux nations africaines. Les institutions Bretton Woods, je vais dire par là. C'est ça, en fait, principalement le dollar, parce que je pense que c'est la création de ces institutions qui font du dollar la principale monnaie commerciale, même si aujourd'hui la donne est en train de changer. Et pourquoi la donne change? Parce que justement, on a eu des nations qui ont cerné la chose et qui se sont organisées dans le temps. On voit aujourd'hui le bloc opposé, le bloc BRICS. Elles ont travaillé, ces nations, dans le temps pour inverser la tendance. Ça veut dire, Stéphane, bon que soit elle est sensible, elle est intéressante. Vous comprenez donc qu'il y a vraiment du travail à faire et ce n'est pas vraiment quelque chose qui se décrète. C'est ça. C'est quelque chose en fait qui se pense et qui se construit dans le temps. Merci Franck. Bonsoir Stéphane Barga et à tout le panel concernant ce sujet. Aimé Césaire l'a déjà dit dans son discours sur le colonialisme. La colonisation a déshumanisé non seulement les peuples colonisés, mais aussi les peuples civilisés. Pourquoi je dis ça? Parce que nos États africains ont pris l'habitude de donner beaucoup d'importance aux Occidentaux tout en abandonnant nos propres citoyens. Et la preuve, c'est simple. Aujourd'hui, beaucoup de Camerounais croient en ce que disent ces médias. Pourquoi? Parce que les États n'ont pas donné assez de place aux médias locaux. C'est nos États qui ont laissé François Soudan entrer dans les différents bureaux en laissant la presse locale de côté. Croyez-vous que si le chef d'État avait voyagé avec les médias locaux, cette polémique aurait tant de poids? Non. Croyez-vous que si le chef d'État avait fermé les portes aux médias occidentaux, cette polémique existerait? Non. Quand une polémique doit être répliquée, les médias locaux doivent être en confiance et démentir catégoriquement. Mais là maintenant, il y a de l'incertitude dans nos États. C'est devenu normal de penser que ce sont les Occidentaux qui font tout le travail. Non, 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 il faut changer cette méthode. Merci à vous Joseph depuis Mimouman pour la contribution. Jean de Dieu et Vouna, il ne reste pas beaucoup de temps. Mais sur la question financière, qui elle aussi est importantissime dans le construit et dans la dynamique d'émergence, qui est celle de la plupart des pays africains, l'on se rend compte que l'influence internationale est importante, les crédits sont souvent conditionnés et parfois ne répondent même pas justement aux désirata locaux. On veut des routes, on vous dit, on vous envoie de l'argent pour les droits de l'homme, on veut par exemple on veut des stades, on veut des maisons, on veut des écoles, on vous dit non, on vous envoie de l'argent pour faire des élections. Est-ce qu'à ce niveau-là, il n'y a pas lieu aussi de rappeler les principes de souveraineté qui devraient s'exprimer et rappeler que nous sommes africains, nous sommes de ceux-là qui ont pratiquement 60% de la richesse mondiale. Vous écoutez, vous dites simplement qu'ils nous donnent les dettes mortes. C'est comme ça qu'on appelle ça, c'est des dettes mortes, c'est-à-dire une dette qui ne produit pas, des dettes de consommation et non des dettes de production. Monsieur Mbarga, est-ce que vous pouvez vous imaginer que de la période de 2021 à 2025, la diaspora camerounaise a injecté au Cameroun 1600 milliards en 5 ans. Et le FMI a donné comme appui budgétaire au Cameroun dans la même période de 2021 à 2025 570 milliards. Ça veut dire que la diaspora camerounaise a injecté 3 fois ce que le FMI donne comme appui budgétaire au Cameroun. Je vous parle des chiffres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dette morte que nous allons chercher, c'est ces gens-là qui savent pourquoi ils vont chercher ça. Si vous mettez en confiance la diaspora qui injecte en 5 ans 1600 milliards, ça veut dire qu'on est capable de lever et de sortir, de réaliser, de produire, de ne plus avoir des endettements où on vous dit, on vous donne cet argent pour les droits de l'homme, pour les élections, mais on va nous allons prendre l'argent au niveau de la diaspora pour produire des bassins agro-pastoraux, pour, par exemple, Stéphane a parlé de à quoi nous sert le cacao. Le cacao ne nous sert à rien parce qu'il n'y a pas de moyens de développer, de transformation. Il y a le beurre de cacao, il y a les huiles, il y a même des soins
des huiles essentielles, des soins de santé que le cacao peut apporter. Et c'est le chocolat qui vous sert pour manger. Mais le chocolat jusque-là, on le consomme où? Bon, Dieu merci. Est-ce qu'on le consomme ici vraiment? Le vrai chocolat. On le consomme où? C'est déjà pas mal. Donc moi je dis simplement que je reste convaincu que si nous mettons en confiance notre diaspora, 1600 milliards injectés, c'est-à-dire de manière informelle, hein, c'est-à-dire on a calculé, de manière informelle, c'est-à-dire l'argent qui vient de la diaspora en 5 ans, 1600 milliards, 3 fois plus que ce que la FMI a donné. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin quelque part d'aller emprunter l'argent pour les élections, pour les droits de l'homme, alors que les rivières, on est en crise de poissons. Nos poissonneries nous renvoient excusez-moi, des déchets qui ne sont pas bien conditionnés. Hein? Parce qu'on ne produit pas. Il y a du plastique dedans. Merci, merci Jean de Dieu. Oui, merci. On va prenons l'avis aussi de Paul Stéphane, puisque le temps va désormais nous manquer. Paul Stéphane, la question financière est éminemment prégnante dans nos États, mais on est obligé de reconnaître pour l'instant qu'il faut encore faire, justement, avec les bailleurs de fonds qui orientent et régentent toutes les stratégies en matière de développement économique. Oui, c'est une question fondamentale pour la souveraineté de nos États. C'est Jean Baudin qui dit que la souveraineté, c'est le pouvoir absolu et perpétuel de la République. Et il ressort des éléments qui définissent cette souveraineté-là. Il vous parle de l'État qui décide librement, l'État qui contrôle ses ressources, l'État qui définit également ses politiques publiques et l'État qui conduit sa diplomatie sans contrainte. Ossende Afana, s'inscrivant dans cette logique, a dit qu'un État qui n'a pas de monnaie n'est pas un État souverain. Un État qui n'a pas de monnaie. C'est pour ça qu'on a coupé sa tête. Parce que Ossende Afana a été décapité pour les plus jeunes. Parce qu'il a simplement dit que l'indépendance que vous voulez nous donner sans monnaie là, ce n'est pas une indépendance. Merci Paul Stéphane. C'est bon Pierre Mahen. Comment est-ce qu'on sort justement de cette assertion qui voudrait que nous soyons totalement dépendants de l'orientation internationale pour ce qui est de nos politiques financières et même monétaires? En une minute s'il vous plaît, puisque le temps est achevé. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il faudrait que les Africains soient conscients qu'ils peuvent se développer seuls, sans ces grandes institutions internationales qui sont là effectivement pour esclavagiser les Africains. Donc qu'on soit conscient, on a tout à l'heure dit ici que l'Afrique regorge beaucoup de richesses. Donc si on a beaucoup de richesses, que va-t-on encore aller chercher ailleurs, dans la mesure où on est capable d'exploiter toutes nos richesses pour nous développer nous-mêmes. Donc on ne peut pas forcément s'attendre à ce que l'argent vienne de l'extérieur pour commencer à nous développer. Et d'ailleurs, même étant à l'extérieur, on a tout à l'heure, on a parlé de la diaspora, qui est même quand même capable, avec ses grandes connaissances, ses grandes intelligences, ils sont à même d'apporter quelque chose ici en Afrique. Et il faudrait quand même que nos dirigeants, parce qu'on ne va pas toujours parler, on va parler ici sans pour autant les prononcer, mais il faudrait que nos dirigeants apprennent à faire confiance même à leurs propres frères ou encore à leur propre diaspora. Merci Simon Pierre. 30 secondes Jean-Moïse, on conclut. Ces institutions financières ont leurs lobbyistes, ont leurs agents qui portent leur voix. Si vous êtes élu et vous voulez l'adoubement des États-Unis, on va vous imposer le FMI. On va vous imposer la Banque mondiale parce que Trump est le lobbyiste. Si vous voulez l'adoubement de l'Union européenne, on va vous imposer ces institutions parce que c'est donnant. Il faudrait donc qu'on sorte de cette dynamique qui amène nos leaders à être inconfortables avec leur peuple et que la gouvernance soit revue de manière à ce que nos gouvernants comprennent que ceux qui peuvent mieux les protéger, c'est nous d'abord, ce n'est pas les autres. Le cas actuel du chef de l'État, nous tous sommes unanimes. C'est un homme qui a travaillé, continue de travailler, qui peut avoir des soucis de santé. Donc ce n'est pas un événement, ce n'est pas une situation compliquée. Ce qu'on attend donc de lui, quand il va revenir là. Merci Jean-Maurice. On a assez élaboré au Cameroun. Merci. On vous a compris par rapport à tout ce qui peut être comme attente sur justement le leadership camerounais. On va dire merci à tous ceux-là dont les contributions malheureusement n'ont pas pu être relayées. Il y en a tellement, mais de façon
précise à ceux qui nous suivent attentivement. Célestin Megueux, inventeur du scène. On vous dit bonsoir. Charlie Dechang, Florian Amougou, vous aussi, sentez-vous saluer. Et tous les autres, notamment ceux qui nous ont abondamment appelés de Mauritanie. On a pu apercevoir votre présence sur nos différentes plateformes. Merci. Donnons-nous rendez-vous pour ce qui est de Ouro Africa lundi prochain lorsqu'il sera 21h à Yaoundé, Cameroun. Pour l'instant, restez fidèles au programme d'Info TV qui se poursuit. Bien le bonsoir. Amor.